welcome. Please grab a seat. Make sure that you have a color paper, a pen, and a notebook because you're going to need them. If you don't have one, raise your hand and Angel will bring one to you. Okay? And Angel is no longer here. Okay. Okay, Clea will bring one to you. So thank you all for being here. We're really, really excited to have you here and present the great work that the participants of We Are Recording Geneva have done for the past 8 weeks. But in addition to showcasing their work and to give you the opportunity to ask them some questions and for them to tell you a bit of their experience and what they have found, we thought that we want to take this opportunity also to tell you a bit more of what Edgelands has done in Geneva so far, to share you a bit of what we have learned, and to also hear from you, from your experience from Edgelands so far. So for that, just as a context, this is the graphic recording that we had for one of our roundtables. Which I think summarizes quite well some of the issues that we've been looking from the Geneva team. Can we move to the next slide, please? Thank you. So as you see, we have quite a packed agenda, but I promise it will be dynamic. You will not fall asleep. We'll keep it short, and there will be a lot of time to ask questions and to discuss. So next slide, please. So we're going to start with a small activity. As the participants of the Researcher Sprint are already used to it, we like to start the activities with something that is different from what we do every day. So in the color paper that you have, I will ask you to please draw a place of the city where you feel safe. We will have 2 minutes to do this, so there's no need to be artistic, there's no need to be perfect. It's just an opportunity to think differently. Any questions? Does it need to be a known place or? No, your place, it can be a corner of the street, a tree, a plaza, a park, a cafe, as you wish. But it has to be in Geneva. So again, don't worry if it's not perfect. That's okay. Oh, the pen has a little ball in the... Yeah, you take it. Yes, small detail. Remove the ball of the pen. So 40 seconds more. Again, don't worry if it is not perfect. If. Okay. So now what I invite you to do is in 1 minute, just share the place that you just draw with the person next to you, let's do it left or right, whoever is next to you. So 1 minute just sharing why is that place
Why do you feel safe in that place? Okay. Now you can close your ideas. I see there were a lot of to talk about, which is great. So keep the picture because you're gonna need it for another activity after. But for now, let's start a bit with the Edgeland story in Geneva. So next slide, please. Thank you. So as you know, Edgelands is a pop-up institute where we pop up in different cities around the world. And the first thing we do in each of these pop-up is to do a series of interviews and desk research. So that's how we start. We start with this amazing team in the left. And we perform around 48 interviews to different stakeholders around the city. And the idea of these interviews was to write a diagnostic report that will be the base of the activities as we move forward. So after 48 interviews, 4 roundtables that we did to kind of confirm a bit of the findings that we were having in the interviews with different groups of the city. We have one with a governance table, we have one with the migrants, one with the elderly, and one with the youth. We wrote a diagnostic report in which we summarize a bit of the some of the findings, which are, next slide, please. So these are some of the findings of the diagnostic report, and as the name say, the idea of the diagnostic report is just to give a diagnostic of the situation right now. The aim of this report is to be the base of our activities and hopefully to confirm or to deny some of the first findings that we had. So the first thing that we heard is that security and safety in Geneva is reserved to expert circles. And this was quite interesting because for a lot of the people that we asked to interview, the first answer that they told us is, I'm not an expert, right? Like, talk to the experts. Some of the people still agree for us to interview them, and after the interview continued, they were like, oh, no, but actually, yeah, I know about this, I know about that. So that was one of the interesting findings. The other one was that there's a lack of information about the number of CCTV cameras that are used both by public and private people. No one could give us a number. A lot of people guess, but no a definitive number. The third one is there's a high concern due to the rapid digitalization of life and some of the risks that this create, such as addiction, such as misinformation, the cybersecurity, cyber attacks, the increased risk of attacks, and also that there's a lack of public discussion about it, right? So we hear a lot that there are some people that know about this because there are some experts talking about it, but in the public, there's no public discussion. Fourth, there are some of these risks created by the digitalization impact more some groups in the city.
We heard a lot of the elderly, migrants, some migrants, and some youth. And finally, that private companies have a prominent role in this digitalization and a lot of concern around what does this mean, right? So based with these first findings and this 360 view of what is happening in Geneva, we plan the rest of the other activities. And one of these activities that is also one of the main blocks on each pop-up is the research sprint, which is what we are here to talk. So next slide, please. So just to give you a bit of background, based on these 5 concerns, we have 5 broad questions, research questions that we want to explore more during our time in Geneva. And some of these questions were chosen by our participants of the research sprint to work with during 8 weeks. So the research sprint, broadly speaking, is divided in has 2 different components. The first one is a conversation with experts that we had every week, where the idea of these conversations was for the participants to have a conversation with different experts around issues of security and digitalization, but from different perspectives. So we have people from Switzerland, we have people from the United States, from Colombia, we have artists, we have activists, we have academics. So really to bring a big perspective of what these different angles to look at these questions. And then the second part, and the most important part, were the research group, where we had 2 groups, and each group worked with a mentor. And during 8 weeks, they decided what questions they wanted to ask, what research they wanted to do. They did the research. They recorded a podcast, which is impressive considering that it was just 8 weeks. And today, we are here to listen from them. So next slide. This were the conversation with experts that we had. If you're interested to listen to some of those, they are on our YouTube channel. And then next slide. Okay, so we're gonna start with the first panel. So I invite, please, the group from Migration and Technology to stand up and sit. And in the meantime, I have a question for you, the audience. And please raise your hand of how many of you have used Google Maps when you are abroad to find places, to find routes? Okay. How many of you use Google Maps to arrive here today? Okay, fantastic. So that's just to say that all of you have created a record of your movement at some point in time and in some place. So with that, please, panel. So the format of the panel is we're going to have 2 panels, one for each group. Each panel will last around 10 minutes, and it will be moderated by one of our team members in Geneva. So, Angel. Allô, ouais. Du coup, une première question, c'est que sur votre problématique, vous avez choisi du coup la thématique de l'utilisation des technologies de surveillance comme outil face à la migration. Pourquoi vous êtes concentré sur cette question en particulier? D'accord, merci déjà pour la question. Peut-être d'entrée de jeu, il faudrait situer le contexte, ou plutôt l'équipe qui est en charge de mener cette thématique et la réflexion précisément sur cette thématique. Donc moi, je suis Ezekiel Takam, le mentor du groupe. Et forcément, le rôle du mentor, qui est un rôle plus ou moins avare, c'est que je n'ai pas l'obligation d'être impliqué dans la réponse à vos différentes questions. Et je laisserai cette tâche aux membres de mon équipe. Donc, néanmoins, peut-être on pourrait se présenter. Je ne sais pas si ce serait idéal pour nous, mais je pense que ce serait bien déjà de dire d'où est-ce que nous parlons, histoire de mieux orienter les grands axes de nos différentes interventions. Maya? Ouais, alors très brièvement, Maël Azekli, avocat stagiaire à Genève, donc voilà, membre du groupe de recherche. Moi, je suis Margot et je suis étudiante en droit international à l'IHED.
Salut tout le monde, merci pour être ici. Moi, je suis UFA, marocain-italien, et je suis étudiant à double master à l'IDEAP à Lausanne. Et il manque Emma, qui a aussi travaillé avec nous et qui n'est pas là ce soir. Donc voilà. On répond à la première question. Oui, pour la réponse à la première question, je pense qu'il serait idéal de commencer par les dames, hein, c'est ça? Je pense on a commencé à réfléchir en brainstormant beaucoup sur les questions de surveillance, migration et technologie. Et on est assez vite arrivé, aussi à cause de l'esprit de l'Egellence Institute qui questionne le contrat social urbain face aux technologies de surveillance. Et c'est là qu'on est assez rapidement venu à la question de est-ce que le contrat social urbain face à la surveillance est modifié en ce qui concerne la migration, en fait? Est-ce qu'il y a une différence entre les citoyens nationaux suisses qui habitent à Genève et les personnes migrantes à Genève aussi? Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'on est arrivé à la question... Enfin, on s'est posé la question, est-ce que la surveillance, elle est utilisée à l'encontre des migrants, plus que est-ce qu'il y a une utilisation positive de la technologie par les migrants? Je pense que c'est comme ça qu'on est arrivé à ce paradigme, en fait. La surveillance, elle est utilisée à l'encontre des migrants à Genève. Ouais, tu veux rajouter un truc? Pour moi, la question, c'était aussi, excusez-moi tout le monde, je ne parle pas très bien français, mais je vais essayer. Et la question, c'était aussi, s'il y a de discrimination, s'il y a de problèmes, les migrants, ils sont au courant. Les personnes, les citoyens de Genève, ils sont au courant de ce qui se passe, de comment sont utilisées les technologies ici. Et c'était aussi ça, une des questions à laquelle on a essayé de répondre. Oui, puis peut-être pour compléter, c'est vrai que pour constater déjà la surveillance électronique, c'est important d'avoir finalement des cas d'étude. Et en tant que citoyen normal, il y a peu de situations dans lesquelles on va finalement réaliser avoir fait l'objet d'une surveillance. Je ne sais pas, par exemple, si un jour vous allez déposer vos déchets un week-end et qu'il s'avère que vous avez été filmé et que vous recevez une amende, là peut-être tout d'un coup vous allez vous poser une question et vous dire « Ah mais en fait je suis surveillé ». Et aujourd'hui, ben oui, les personnes migrantes font l'objet d'une surveillance accrue à partir du moment où ils décident d'entrer en Suisse. Et puis ben justement, ce cas d'étude est parfait pour nous, en tout cas pour étudier l'étendue de cette surveillance et de savoir finalement aussi comment les institutions, que ce soit au niveau suisse, mais en particulier au niveau genevois, appréhendent la surveillance électronique et comment est-ce que ça se fait en pratique. Donc je pense que ça répond à la question. Merci beaucoup pour votre réponse. Je ne vais pas mentionner, mais si vous avez des questions que vous voulez poser au groupe, vous pouvez lever la main et on vous laissera poser vos questions. Du coup, ma deuxième question, c'est sur votre méthodologie. Donc, vous avez une méthodologie en 2 temps, d'analyse de documents et ensuite des entretiens avec des acteurs pertinents. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles en fait pour trouver toutes ces sources et tout ce matériel? Moi, je me suis concentré principalement sur les acteurs genevois. Alors, plus ou moins compliqué, on a contacté d'abord l'OCPM qui s'est rapidement déclaré incompétent en la matière. On a contacté la police aussi, qui nous disait avoir à disposition des outils de surveillance, mais que finalement, ils ne les utilisaient pas en matière de police contre les étrangers. Après, la vérité, c'est que, vous le verrez souvent, les personnes migrantes sont des personnes qui peuvent être amenées à commettre des infractions, aussi de manière totalement involontaire. Et donc, finalement, elles se prennent tout l'arsenal aussi pénal dessus, les outils de surveillance en particulier qui sont mis en œuvre. Et puis après, derrière, se prennent une interdiction de territoire et ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a manqué d'accès aux informations. Heureusement, il y a quand même le préposé cantonal à la protection des données, à la transparence, qui fait un travail quand même assez important pour mettre à disposition des informations, documenter ce qui se fait. Mais c'est vrai que c'était assez difficile, en tout cas au niveau cantonal. Ouais, et moi je rajouterais qu'on a beaucoup d'informations écrites, des ressources en ligne par exemple, des lois ou des directives qui indiquent par exemple les limites à ne pas dépasser en matière de protection des données. Mais
il y a très peu de sources écrites qui indiquent quels sont les moyens utilisés pour surveiller en fait. Et quand on pose les questions aux personnes concernées pendant les interviews qu'on a menées, on n'a pas réponse aux questions en fait. Comme tu disais, même pas les personnes impliquées dans l'administration ou autres, mais même les académiques ou autres. En fait, personne ne sait vraiment ce qui se passe. Tu veux rajouter autre chose? On a aussi essayé d'avoir des interviews avec des avocats. Et même ici, on a vu que c'est un problème parce que même au niveau légal, ce n'est pas un sujet qui est bien défini. Donc, comment tu peux approcher un subject, un argument, un sujet qui n'est pas défini, qui n'est pas reconnu par la société, qui n'a pas de limite. Donc, c'était aussi ça le problème, je pense, pour tout le monde. C'était que personne ne savait pas beaucoup parce que le sujet, c'est pas bien approché et c'est pas surtout bien défini. Et pour rebondir là-dessus, comme une des personnes qu'on a interviewées nous l'a justement dit, il estimait qu'il y avait certaines pratiques relatives à une culture professionnelle. Et je pense que ça, c'était quelque chose d'important à prendre en compte dans notre recherche. Mais malheureusement, comme on n'a aucune information, on ne peut pas le mettre en œuvre. Mais je pense qu'on peut garder ça à l'esprit et peut-être se baser là-dessus pour des prochaines recherches. Okay, merci. Du coup, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit qu'on manque cruellement d'informations sur les outils qui sont utilisés à Genève. Mais du coup, pour vous, ce serait quoi les prochaines étapes dans la recherche pour justement éclaircir ce sujet? En tout cas, il y a déjà deux questions importantes, deux étapes. C'est déjà déterminer si ce qu'on constate aujourd'hui est licite ou pas. Parce que si finalement la surveillance électronique comme elle est faite aujourd'hui est licite, ça nous donne une indication qui est qu'on doit changer le cadre légal. Si ensuite, au contraire, on découvre que la surveillance qui est faite est illicite, là, ça nous donne aussi des moyens d'action parce que ça nous dit que finalement, on a quelque chose à faire. On peut demander la cessation de la surveillance, on peut dire que les preuves qui ont été obtenues sont absolument inexploitables. Et donc là, ça nous donne déjà un peu un moyen d'action. Donc ça, au niveau juridique, en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire. Si je peux aussi ajouter, c'est aussi, si c'est légal, c'est aussi légitime. Pas seulement les sites, c'est légitime parce que ce qui est légal, c'est pas toujours légitime. Donc aussi en partant par la définition et en partant par voir ce qui est défini et une fois qu'il est défini, on va voir s'il est légitime. C'est ça, je pense. Oui, tout à fait. Et quand je pensais à la question, surtout pour ce qui est des réfugiés, je pense que quelque chose à explorer à Genève serait le visionnage, par exemple, des vidéosurveillances ou la recherche extensive qui doit être faite lors d'enquêtes, et notamment pour ce qui est de l'examination de la demande des requérants d'asile pour l'acceptation ou non de la demande. Je pense qu'il y a forcément une recherche qui est faite pour l'acceptation ou le refus, et que vu les moyens à disposition, il y a forcément une recherche au niveau digital qui est faite. Et ça pourrait concerner Genève en particulier, puisque les requérants d'asile, une fois qu'il a été déterminé que leur demande sera examinée par la Suisse, quand ils arrivent en Suisse, sont répartis dans les différents cantons. Et il y en a certains à Genève. Et c'est sûr que pendant l'examination de leur demande, une recherche est faite. Je sais pas, quand j'ai vu la question, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire à Genève sur ça. Ok, merci beaucoup. Du coup, maintenant, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez poser à notre groupe ici? Oui. Juste pour Maël, alors c'est quoi le finding par rapport aux deux points que tu as posés sur le licite et pas licite? Est-ce que vous avez réussi à déterminer le fait qu'au fond Genève c'est un cadre légal qui en gros est légitime, si on peut dire ça comme ça? Je sais pas, on peut discuter de la légitimité, mais donc licite ou pas du tout? Alors, le premier obstacle pour répondre à cette question, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui se fait. Et comme nous, on l'a remarqué, c'est déjà difficile de constater ce qui se fait. C'est que quand on voit ce qui se fait et qu'on a les faits clairement établis qu'on peut déterminer si c'est licite ou pas licite.
Maintenant, en tout cas à Genève, on a la loi sur la LIPAD, la loi sur la protection des données personnelles, la transparence, etc., qui permet la vidéosurveillance. Maintenant, c'est le seul type de surveillance électronique aujourd'hui qui serait permis pour les autorités administratives cantonales. Maintenant, en matière pénale, il y a tout un arsenal de surveillance qui est à disposition des autorités de poursuite pénale, que ce soit surveillance des télécommunications, etc. Donc on a quand même un champ d'outils à disposition assez étendu. Maintenant, ça va être surtout dans l'utilisation de nouveaux outils, comme par exemple la reconnaissance faciale, qui est un type d'outil particulier. Ce n'est pas simplement filmer, mais c'est aussi lier ce qui est filmé avec une base de données. Et ça, par exemple, ne serait pas nécessairement permis, que ce soit par la LIPAD ou que ce soit par le Code de procédure pénale. Donc il y a aujourd'hui des questions qui se posent, en tout cas à ce sujet-là. Ok, alors super, merci beaucoup pour votre travail fourni et puis pour vos réponses. Et maintenant, on va... Peut-être tout juste avant de libérer le plateau, je tenais à féliciter ce groupe de son efficacité et davantage quand on se rend compte de la manière avec laquelle nous avons eu à travailler. C'est la toute première fois que l'on se retrouve tous, mais il y avait une certaine harmonie dans les échanges d'idées, une certaine harmonie dans la construction du sujet. Et mon rôle de mentor a été très facile en compagnie de ces étudiants. L'objectif était justement de les accompagner dans le processus de recherche partant de la situation de l'objet qui devient sujet d'intérêt, la définition du problème, l'interrogation du problème via des questions de recherche, la méthodologie, la définition de la méthodologie, les enquêtes sur le terrain et la communication de nos résultats. Et durant tout ce processus de recherche, durant ce parcours, j'ai eu un grand plaisir, un plaisir vraiment enthousiasmant de travailler avec ces étudiants et de travailler finalement avec ces participants, des collègues. Et peut-être pour rebondir sur un point qui a été évoqué, oui, l'un des constats qui serait le principal, l'un des résultats clés de notre parcours, c'est le manque d'informations en ce qui concerne l'utilisation des technologies de surveillance face à la migration. Mais je ne considère pas ça véritablement comme un obstacle, car ça reste une information qui justifie le fait que le parcours doit être continué, qui justifie le fait que notre travail était simplement le fait de lancer, de mettre sur pied des jalons qui seront nécessaires à la croissance d'une réflexion davantage fournie sur le sujet. Et j'invite à cet effet Excellence Institute de poursuivre l'organisation des workshops, de poursuivre une conversation qui pourrait aboutir à la construction d'une communauté autour de la réflexion et de la poursuite de ce sujet et précisément de l'exploration de ce sujet. Donc je vous remercie et je remercie aussi Excellence Institute pour cette opportunité d'expression. Merci. Je vais essayer de poser la question en français, mais soyez patient avec moi. Dans votre recherche et dans votre processus de faire le podcast, est-ce qu'il y avait quelque chose de surprenant que vous avez trouvé, ou quel était le fait le plus étonnant que vous avez entendu de quelqu'un, peut-être que vous avez parlé avec, ou dans votre recherche plus académique? En fait, moi, j'étais étonnée par une interview que c'est pas moi, mais c'est Margot. Elle a fait une interview avec une dame qui travaille toujours avec les migrants. Et quand on lui posait la question, qu'est-ce que vous savez de la technologie utilisée sur la surveillance des migrants, elle savait rien. Ça, pour moi, c'est choquant. Tu as entre tes mains quelque chose qui est tellement important. Et le fait que, je ne dis pas que c'est un problème à elle, mais peut-être qu'elle n'a pas la moyenne pour savoir ce qui se passe. Et ça, c'est dangereux dans une société. On a besoin de open data, on a besoin de procédures qui sont plus claires. On doit savoir ce qui se passe. Et c'est à nous de questionner tout ça.
Donc, je pense qu'on ne doit pas attendre quelqu'un qui va faire quelque chose pour nous, mais c'est nous qu'on doit questionner. Et on ne doit pas avoir peur de l'incertitude, de ne savoir pas approcher un sujet. On doit être un petit peu plus courageux. Je ne sais pas si Margot, tu veux ajouter quelque chose, Maëlle? Juste très... Ah, tu veux? Ah, pardon. Très rapidement, dans le même interview, c'était une dame d'une association qui s'occupe de requérants d'asile à Genève. Elle m'a dit, en fait on l'avait dit, on l'a mentionné dans le podcast, mais le fait que certains requérants aient peur chez eux au téléphone de parler de telle ou telle chose, c'est assez révélateur de ce qui pourrait se passer à Genève même en matière justement de recherche sur l'acceptation ou non de la demande d'asile et la peur en fait que les gens ont. C'est vrai que ça c'était assez choquant. Mais ouais. Peut-être un dernier fait aussi qui personnellement m'a énormément surpris. Pour moi, 2002, c'est il y a très longtemps. 2002, il n'y avait pas d'iPhone. Enfin, c'est très ancien. Et pourtant, ça a été découvert que justement le Conseil fédéral avait lancé un projet à l'aéroport de Zurich en utilisant une technologie qui s'appelle FAREC, qui était de mettre des caméras de vidéosurveillance dans l'aéroport pour identifier les personnes migrantes qui avaient peut-être déjà été déboutées ou qui faisaient partie du système Dublin, etc., pour pouvoir les refouler plus rapidement. Donc il y avait déjà un système de reconnaissance faciale qui avait été mis en œuvre à cette époque-là, qui avait déjà suscité pas mal de débats. Et c'est vrai que moi j'étais choqué de voir que déjà en 2002 ce genre de projet avait lieu, qu'on ne le savait pas, qu'on le savait seulement parce qu'il y avait des motions parlementaires qui avaient été déposées sur le sujet. Et donc je me demande aujourd'hui, quand même 20 ans plus tard, quels sont les outils de surveillance qui sont testés autour de nous en ce moment. Well, merci beaucoup. Thank you so much for that. You can find the results and also the podcast in our website. We will send the link after the event, but I highly recommend that you hear the podcast. They are brilliant. Okay, so as we move to the next panel, before the participants come here, I have another question to ask you. So please raise your hand. Who of you feel more safe if you are in a public space that has cameras, like video cameras? Oh, wow, okay, that was a good answer, okay. And then, who of you think that the only person that has access to the surveillance footage around with the cameras in Geneva is the police? Or do you think someone else has access to that? So the question is, do you think it's... Yeah, sorry. That was a do you think the police only have access to the footage of the cameras in public places? Yes or no? So yes, hands up. No, okay. Well, that was okay, fantastic. So participants, please come here, and we will answer some of those questions. So, Aurélie... Yeah, she'll be here in a minute. Okay, so I'll tell her to... Maybe I'll preface by saying that we have one more podcast member coming. So if you see someone running in a minute, that's why. But I'm so excited to be joined by everyone here who worked on the podcast and did research for 8 weeks, like you heard at the beginning. And I hope you're all as thrilled as I am to hear what their findings are. So with me, I have Rishika, DeAndre, and Hushita, and Aurélie, who will be coming soon. And there's also Gigi, who wasn't able to make it today. But we trust that everyone here will represent the findings just as well. So maybe before we start, who here knows what CCTV cameras are? Raise your hand. Okay, it's the majority of the room. We've all seen those little cameras in the corners that are stuck to the wall, or those kind of circular shapes on the tram. We know we're being watched, but do we know who's watching us and where that information goes? I, for one, don't have the answers.
Many of you maybe also don't, or maybe you do, but those who worked on the podcast have some answers for us. So maybe the first question I will ask you three is, why did you pick the topic of private surveillance in public spaces? Why did you feel that this was a topic that needed further exploring? I'll start. So I was mainly concerned from like a more broader perspective of the encroachment of private actors in public spaces. This might be just like social media platforms, but also the ways in which the state can like delegate certain operations or duties to private actors, and how there isn't this kind of direct accountability mechanism between citizens and then the private actors per se. Often that's mediated through the state itself, or there's just not as strong as a way for like civil society to engage with those private actors. And then narrowing it down into like, well, what's a very common private actor in public spaces? And that for me turned out to be CCTV cameras. So like CCTV cameras became more of like this operationalization of that broader question. This is a very personal opinion. In general, especially in today's world, when you step out, you're being watched. It's continuously, you're being continuously monitored, your actions and everything. So it's just there wherever you go. So this was very interesting to me as to know and and also the process of trying to explore as to what is the, like, where does the data go, how is it stored, and what is like being done with that, and how do people actually try to see you and everything. So this was like, in general, a very interesting concept for us to explore. So yeah, it's just there everywhere. Wherever you go, it won't leave you. So yeah. Yeah, and one of the other points for us to decide on researching private surveillance through CCTV cameras in Geneva is because we came across a very interesting study early on in our research, which showcased a trend of private CCTV cameras exceeding the number of public cameras in public spaces. So this was a very interesting observation for us, and we decided to explore this further. And this is back in 2013, so we believe that this trend has largely continued. Thank you. And it's also interesting, I hope everyone here listened to the podcast and did their homework, but if you haven't, we'll hear more from everyone. But it's also interesting that you picked International Geneva specifically to examine. And from the podcast, I know that you did interviews with people on the ground. It sounded, I heard lots of wind in the background, but it sounded like you were able to speak to a lot of people that were in International Geneva. How did you go about picking the people you spoke to? Did you know them beforehand? Did you flag them on the street? What was your method? So it was a little bit of drawing on people that we did know and then snowballing from there. But then a lot of it, we just like kind of planted ourselves outside a UN organization or like along the road where a lot of the permanent missions are located. And whoever was walking past or like rushing to work, we would just like stop them and be like, oh, like we're from the Agents Institute. Do you have a few minutes for a few questions? And so some of them were very nice and they did stop to answer some questions. We did get a lot of responses from UNHCR as well as from the Graduate Institute of Geneva, and then near the permanent missions of Russia, Canada, and I think South Korea. We got 1 or 2 responses from there, and then also Nations, the square. And then some people also were just like, no, I'm busy, I'm late for a meeting, so they like scurried off. And we try to do that so that we could capture a bit of like International Geneva, like those people that we would assume would be in, International Geneva. Yeah, so I think that's what we did. I'll put Aurélie on the spot here. We have our last member who's coming to join. Aurélie, just in time. No pressure. So maybe, Husha, can you tell us a little bit about the pros and cons of this method? Yes, definitely. As Jan said, well, statistically speaking, it was a kind of random sampling. And yeah, as we were going by, I believe the pros would be that there's no bias, and it's almost representative. So, and cons would be, again, it's International Geneva, so I feel it cannot be representative again.
So it's kind of a neutral word. So I think these are the main findings. Oh, really welcome. Thank you. Apologies, everyone. Maybe, do you want to tell us a little bit about what the findings were of the podcast? What did you discover? I think, as Deandra pointed out during the podcast, one of the more surprising, perhaps not so surprising issues was how participants realized there was an issue with the way in which CCTV cameras were managed, but could not quite point out where it was, whether it was the private sector, the way in which they held the CCTVs and trafficked the data, or whether there was an issue with the safeguards and the way in which the public had access to that information. And another surprising finding for me was how the boundary between private CCTVs and public CCTVs were actually not that clear cut. So a lot of the private CCTVs were, as a matter of fact, used by the public sector in order to help with law enforcement. And this is not something that we actually had any access on into the safeguards and how that was managed. Okay. Another interesting thing that we found during our experiment, the Q&A session, was that we asked people as to would you be comfortable being watched by the CCTV cameras, and almost everybody, I wouldn't say not all the interviewees, but then almost all of them had the same answer, which said, okay, I'm fine with it. But their answer had two perspectives to it. For some people, they were okay being watched, regardless of what they did. And for some people, they didn't care because they knew they were doing nothing wrong. And this was like really interesting. I mean, having different perspectives to the same answer. And this was interesting, even though when people knew that the private CCTV cameras outnumbered the government cameras. It's a bit of that, and we heard this often in the diagnostic report when we were doing the interviews, was this, I have nothing to hide. So you can, take a look. But as you were mentioning, it's very problematic, and we have to question that. Yeah, and just building on the point further about the prevalence of more private security cameras, when we questioned them about who they thought was behind the collection and monitoring of the footage from these cameras, most of them surprisingly pointed out to the public sector. And the police, the government entities, which was exactly the opposite of what the audience thought the answer would be. So this is like an interesting observation for us, because most people were convinced that it was only the public sector behind these private cameras. So yeah. And I forgot to mention at the very beginning that if you have any questions, also please raise your hand. We can answer them now or at the end, but I'll pause here maybe for 10 seconds. See if yes, Wafé. You mentioned some questions. Did you ask also the interviews if they knew what the data were used for, or it was only related to the stakeholders? So you're asking like what we thought that the data or the recordings were being used for? No, if you mentioned already the subject, like the fact that data are used for something or are not used, like if you had some points about maybe people, they do not know what data are used for, if you ask them directly and so on. So I think that one of the things that did come out was that we all worked, even the people that we asked worked on the assumption that like CCTV cameras served the purpose of security. And you can see also along the responses what Hushis was saying as of like, oh, like they don't mind them watching, people don't mind being watched because it serves a security purpose. Like, oh, people can go back and find something that they may have lost, or it serves a greater purpose of protection of the community. But we did ask them a question of do they know who at least is regulating or looking at the footage? And a lot of people just said, no, they don't know. They then said maybe law enforcement or the police. I think we also wanted to see, because La Genève Internationale is composed of IOs, NGOs, and missions, how people
where their mind went when asked about CCTV, and quite funnily enough, is people from missions actually had more of a national security concern as opposed to a public safety concern about CCTV cameras. So the issue is, could it be a government, another government actually behind the private CCTV cameras? And this is not something that we saw in people who worked for the UN agencies, for example. So the way in which the data, people fear the data was used actually stemmed from completely different areas, and I think the open-endedness of the questions allowed for that narrative to emerge. Thank you. I would be interested to know what is the regulation, if there is any, regarding those data and images collected. Is there a time frame that how long can they be kept by the public officers, but also by the privates? It's probably a difficult answer, a complex one, because of the it relies also where is the data stored. But would be interested about this regulating question. Thank you. So when talking to some of the people from the security teams from some of the agencies, even though they were using private cameras, there was a very strict procedure to how the cameras could be reviewed. So the team that recorded, that was in charge of overseeing the footage, was not the same team that could then access the footage again. In terms of how the law enforcement agencies have access to the data and how long it can be kept is different, but I believe it's 3 months. Yes. Thank you very much. Very interesting. You were exploring an area where there is a lot of different territory, right? So if I look, you just mentioned the Russian embassy. We can talk about the American embassy, right, or the UN. So it's interesting because we are in the city of Geneva, right, in the canton of Geneva, but at the same time in Russia and the US, right? If you look in a purely diplomatic space, and both of them, I'm taking Russia and US, but I can take other, right? But both of them have camera, if I'm that are not just exploring within their own territory, but also exploring outside, right? Any reflections about what it means? Who is in charge of that? How does that work? Did you access, for example, the Russian or the US CCTV? I'm intrigued. No, but just it's interesting in that moment, right? So we have a very interesting story related to that. We were walking past the Russian embassy and the permanent mission, and we stopped someone nearby who was walking along that street, and we asked him a question of, who would you not want watching us? And then he said, enemies of the West. And we were like, could you elaborate on that? And then he said Russia and China, and we were standing right by the permanent mission. I think it's a little bit hard to, I think given the time frame that we had, we took a more general approach, and as well as, consider feasibility issues. We were very lucky to speak to private security personnel at the conference center, actually. So that was also a great insight. But I think that I know that some of the regulations, if it's a private company, they do have pretty strict regulations as well. But I think they do differ because we heard 3 months for the data collection. But when we spoke to someone that worked at the Geneva Center for he had, I think, previously worked in private security, and he said that it's 2 weeks that you're only allowed to handle the data. So there is that disparity, and I think that not just disparity between private and public sectors, but then the different territories that might be working in international Geneva. So this lack of harmonization also adds to this vagueness around the ways in which CCTV cameras operate in Geneva. I think an interesting point that was also raised from someone who worked at one of the missions, I won't name the mission, but the way in which they set up the CCTV cameras isn't necessarily to actually
watch people. They're just performative in order to redirect any security concerns to other areas of the mission, which was actually quite interesting in the way in which the data is then used and what we don't actually know which data could possibly be used because some of them just don't work. Yeah. It's really interesting. Some of them are there and actually record us, and others are kind of like just there. Yeah. I mean, the one from this the conference center, there was one of the cameras we were asking, so what about this one? They're like, oh, we don't really know what this one does. But it's right in front of you. He's like, yeah, I'm not sure if it works. So definitely quite interesting how we do. There is lack of cohesion even in keeping track of those CCTV cameras. There's so many of them, and there might be extra, but there is definitely a lack of communication even within the security teams. Well, thank you to all of you and Gigi, who's not here, for the podcast and all of the research that you've done. Pedro, their mentor, was not able to be here. He's in Brazil, enjoying the warm weather, I think. But really, it's been such a pleasure, I think, to watch everyone do this research and every week to hear from experts and to hear you all pose questions. I definitely have learned a lot. I feel like I've been a sponge in the corner, just hearing all of your questions and answers. And the podcast, if you haven't heard it, it sounds like a BBC World Radio podcast. It is excellent. It is so good. And would probably maybe give a bit more context about what we spoke about today. But we're all out of questions and time. But thank you, everyone, for listening and for coming. And thank you again to those who did all the research and made the podcast. Yeah, I think there. Thanks. Well, thank you so much to Clea, to Angel, and to all the participants for those really interesting panels. I do encourage you to listen to the podcasts. They are amazing. And I do want to, I already told you this, but I really want to thank all of you for your energy and participation through all the 8 weeks. I know it was a really intense project. Also for the mentors, I know it was not easy. But thank you so much because I'm really, like, the results and the process was amazing, and it was a great experience for me as well. So thank you. And now, next. So we're going to do a second activity to, feel free a bit. So the first thing I want to ask you is, in the same page where you draw your safe place in Geneva, please write what was the thing that it was most interesting of the panels. Or was there something that changed the way you think, right? There was one thing that you say like, oh, wow, I never thought about that, and that's really, I'm gonna think more about that. It can be anything. It can be a word, a sentence. Like 30 seconds more. Okay, I see a lot of pens down. And now I am gonna invite you to take that paper and hang it in the back, and also take this opportunity to stand up, stretch a bit, and also look at the pictures that the other people will be hanging out. Just pick whatever place.
I can send it to my friends. Yeah, yeah, for sure. Yeah, for sure. Thank you. Okay, I invite you to slowly move back to your places, please. Ok. Je propose de poursuivre. Bonsoir, je prends le relais. C'est un petit peu difficile parce qu'on a plutôt envie d'entendre ces jeunes et brillants chercheurs un peu plus longuement. Mais on a encore plein de choses à partager avec vous, là, l'équipe Edgeland Genève, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers mois. Donc je propose qu'on avance un peu. Puis après, comme je suis la dernière chose qui vous retient de l'apéro qui arrive, on aura l'occasion de se retrouver. Je crois que vous l'avez compris à ce stade, et Laura l'a bien expliqué. En fait, on travaille vraiment par cercle concentrique. On construit sur chaque épisode de l'aventure Edgeland. Et ici à Genève, l'aventure Edgeland, une fois que l'enquête de départ a été faite, une fois que la recherche que vous avez présentée a été faite, on s'est dit, parallèlement, on s'est dit, il nous faut vraiment prendre la température. Il faut que, disons, on perçoive un peu plus largement et que cette discussion se fasse plus largement dans le public. Donc évidemment, l'outil de sondage est évidemment l'outil habituel, mais on avait envie d'un outil de sondage qui soit participatif, et on a trouvé ce petit miracle du côté de Singapour, qui est un partenaire qui nous a proposé un outil de sondage qui est vraiment un sismographe social, comme il l'appelle. C'est-à-dire que c'est à la fois l'outil de sondage classique, comme on le connaît, avec la répartition par âge, par milieu socioculturel, les correctifs scientifiques habituels, mais aussi une démarche participative. Au fond, ce sondage a couru pendant 3 mois, en ligne, avec différents partenariats pour le faire connaître, et puis un engagement aussi physique dans la rue, avec des recherches plus concrètes sur le terrain. Mais plus de 400 personnes qui ont participé et qui, pendant 3 mois, non seulement ont répondu aux questions de base, mais ont également fait des propositions. Donc à chaque fois, au fond, il y a une nouvelle itération du rapport, du sondage qui s'est fait. Et donc on a une conversation en fait en ligne qui petit à petit s'est faite. Et puis en 2 temps, il y a eu le constat que je vais vous présenter brièvement. Je vous encourage à aller découvrir tout ça en ligne et on vous enverra le lien. Et puis, il y a aussi des recommandations. Et c'est peut-être la partie la plus intéressante. Il y a une matrix de recommandations pour les différents acteurs de la société. Et ça devient vraiment un outil de discussion extrêmement puissant. Pour nous, on est vraiment dans une découverte d'une autre forme de démocratie en ligne, participative, qui a un potentiel certain. Alors, mais vraiment en 3 mots, et je crois qu'on va passer à l'écran suivant, s'il te plaît, Sophie. Mais vraiment, j'en reste aux découvertes de base. Disons, il y a quand même une chose qui nous a beaucoup surpris, qui est assez spectaculaire. C'est qu'à la question de base, est-ce que
est-ce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous naviguez digitalement autour de vous ici à Genève? Alors ça couvre à la fois le fossé digital, en passant par nos données privées sont-elles en sécurité, le lien avec les entreprises privées, avec le gouvernement. Bon, on a quand même 50% des gens qui sont inquiets, hein, qui se définissent en insécurité numérique, et plus de 25% qui sont un peu inquiets. Donc on a, disons, si on cumule un petit peu arbitrairement ces deux données, on a quand même 75% des 400 personnes qui ont participé à cette conversation qui nous disent, au fond, sentir une forme d'insécurité numérique. Vous le verrez dans le détail du sondage, hein, qu'il y a évidemment toute une expression détaillée sur qu'est-ce qu'on appelle insécurité numérique. Mais disons, dans les éléments de base, de nouveau, il y a évidemment les deux choses qui sont peut-être sans surprise, mais enfin qu'il est important de rappeler. Hein. C'est évidemment une inquiétude grandissante sur la manière dont les big tech, les GAFAM utilisent nos données, au fond, hein, cette espèce de manque de transparence, cette grande boîte noire, au fond, qui inquiète progressivement de plus en plus la population. Et puis une forme de défiance, une forme d'inquiétude, alors celle-ci du côté des autorités, c'est-à-dire, au fond, ce sentiment que les autorités, quelles qu'elles soient, ont de plus en plus de peine à assurer notre sécurité. Au fond, quelque part, dans le sondage, quelqu'un en parle, le résumé de cette manière, c'est au fond, moi j'attends au fond des autorités, du gouvernement, j'attends une forme de sécurité physique, bien sûr, et donc dans le monde numérique qui est toujours plus important, qui entoure, hein, cette espèce de couche qui nous entoure au quotidien, j'attends la même protection, et j'ai le sentiment qu'il y a vraiment un problème de capacité, de compréhension, de connaissance pour assurer cette sécurité. Donc ça, c'est vraiment dans les choses qui nous ont le plus étonnés. Et puis, évidemment, troisième information qui est cruciale, c'est quasiment, là je le résumerai en disant, c'est presque un appel à l'aide, c'est-à-dire on veut plus de protection. Et je pense qu'à Genève, il s'est passé quand même quelque chose d'assez particulier ces derniers mois, c'est qu'en termes de timing, Edgeland s'est retrouvé un petit peu au cœur d'une prise de conscience qui a été grandissante ces derniers mois. Pour ceux qui ont un petit peu suivi l'actualité, il y a eu quand même beaucoup de vols de données, il y a eu quand même beaucoup d'administrations, pas à Genève nécessairement, mais autour de Genève, qui ont eu des soucis. Il y a eu pas mal d'entreprises qui ont eu des inquiétudes, plus le débat international. Donc, par cercle concentrique, il y a une espèce de prise de conscience qui s'est faite et qui, au fond, débouche, disons, dans cette discussion participative, sur une demande de protection agrandie. D'ailleurs, on va le voir dans la prochaine dia. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ces recommandations, parce que c'est vraiment une des choses qui est intéressante dans cet outil participatif, c'est qu'au fond, tout ça débouche sur une série de propositions, de recommandations, et qui finissent par ressembler à une espèce de matrix utilisable pour poursuivre la conversation, hein, avec les différents acteurs privés, les ONG et les autorités. Puis alors là, rapidement, j'en cite un ou deux, mais il y a une chose qui a été assez frappante, c'est au fond ce refus de considérer, parce que ce qu'on entend beaucoup, comme vous le savez, c'est cette idée qu'on n'y peut rien, que c'est pas possible, au fond que c'est trop tard, que déjà que cet avenir est entre les mains d'acteurs internationaux, et que à l'échelon d'une ville, on ne peut plus faire grand-chose. Et là, au fond, il y a un refus de cette impuissance. Il y a une demande de rétablissement de la confiance, hein, puisque là, clairement, on l'a vu tout à l'heure, il y a une perte de confiance. Et puis, sur la protection, c'est assez intéressant que, disons, pas mal de participants évoquent la police en disant mais on n'a pas le sentiment qu'on a un lieu, un endroit, une force qui répond à nos inquiétudes. Hein. Aussi le sentiment qu'une bonne partie, au fond, des problèmes ne remontent pas, au fond, qu'on ne sait pas par quelle porte d'entrée, lorsqu'on est en insécurité numérique, on peut faire remonter ces choses-là. Au fond, que chacun est un petit peu isolé dans sa bulle face à cette insécurité numérique. Voilà, je vous laisserai découvrir les autres éléments de ce sondage, mais alors pour nous, c'est devenu vraiment un outil passionnant pour poursuivre la discussion et la conversation ici à Genève. Dans la dia suivante, là, on poursuit notre aventure, notre aventure ici à Genève. Ce qu'on a aussi voulu faire, c'est évidemment
accélérer la prise de conscience. Je le disais tout à l'heure, l'actualité nous a servi, nous a aidés au fond. Dans un premier temps, ici à Genève, comme le disait Laura, les premières réactions, c'est mais de quoi parlez-vous? Sécurité, il n'y a pas de problème de sécurité, ni physique, ni même digital. Puis en grattant un petit peu la surface, on voit qu'il y a toute une série de questions qui sont montées. Et donc, disons, pour nous, c'est assez important de placer le débat, le cadre du débat. Et là, on a travaillé avec un partenaire Decentrum qui a fait un magnifique travail, une visite guidée, audio guidée de Genève, qui vous permet, on vous enverra le lien pour ceux qui ne l'ont encore pas découvert, qui vous permet de vous promener dans Genève et d'être confronté au fond à cette question, à ces interrogations autour de la digitalisation de la sécurité, avec à la fois les bienfaits, comme on l'a vu, et puis aussi toute une série d'interrogations là autour. Mais je propose qu'on écoute, Sophie, si c'est possible, un petit épisode qui est tout à fait clair par lui-même. Donc, on se balade dans Genève, vous le verrez dans cette balade virtuelle, et puis cette balade vous emmène vers des lieux physiques. Et voici l'exemple de la Poste qui est proche de la gare, que nous devrions entendre en principe. En principe. Mais il y a toujours l'effet des mots quand même, vous vous souvenez? Ici, nous nous trouvons devant le bureau de poste. C'est un bâtiment assez impressionnant qui représente une institution fondamentale de toute ville, la communication. Le service postal est une infrastructure critique, c'est-à-dire qu'il est un atout essentiel pour le fonctionnement d'une ville et d'une société. D'autres secteurs d'infrastructures critiques régulent et organisent l'approvisionnement en nourriture, en eau, en énergie et en information. Le service postal garantit l'envoi d'une lettre d'un expéditeur à un destinataire. En fait, pourquoi utilisons-nous le service postal? Je veux dire techniquement, vous pourriez simplement demander à l'enfant d'à côté d'apporter votre lettre à l'adresse souhaitée. La première raison est d'ordre logistique. Outre le fait que vous n'avez peut-être pas d'enfant prêt à faire des courses pour vous à côté de chez vous, aucun enfant ne le ferait pour 1 franc. Le coût du timbre. Le service postal est plutôt bon marché en raison de la procédure standardisée d'un véhicule de livraison qui distribue des centaines de lettres. La deuxième raison est la confiance. En comparaison avec d'autres pays européens, la confiance dans les institutions étatiques est élevée en Suisse. Et un droit fondamental de la Constitution protège votre vie privée, en indiquant explicitement que l'ouverture de votre courrier est interdite par la loi. Essentiellement, le contenu de vos lettres, votre vie privée est protégée. Malheureusement, cela ne signifie pas que les atteintes à la vie privée n'existent pas. En 1989, le scandale de Fischen est devenu public. Il était énorme. La police cantonale avait créé 900 000 fichiers, appelés fiches, contenant des informations détaillées sur des personnes qu'elle considérait comme une menace pour la stabilité de la Suisse. Les fichiers étaient parfois d'une précision effrayante, et ils sont maintenant à la disposition du public dans les archives fédérales si vous voulez savoir si votre professeur d'école primaire avait une fiche. Mais à quelle fréquence envoyez-vous des lettres physiques de toute façon? N'allez-vous à la poste que si vous avez manqué une livraison lors d'un achat en ligne? Si je dis courrier, est-ce la poste qui vous vient à l'esprit ou les emails? Nous vivons à l'ère du numérique. L'infrastructure numérique devient de plus en plus importante. La pandémie a même accéléré ce processus. Soudain, toutes les entreprises ont dû transformer les réunions en appels en ligne et les questions en courriel. Mais qu'en est-il de la confiance que nous avions envers une institution comme la Poste? Faites-vous confiance aux entreprises privées que nous utilisons quotidiennement pour la communication en ligne? Vous sentez-vous en sécurité en les utilisant? Prenons l'exemple de Gmail, le service de messagerie le plus populaire. Jusqu'en 2017, Gmail a scanné par défaut le contenu de vos emails pour adapter vos publicités. Mais il le fait encore via les fonctions dites intelligentes, qui fournissent des suggestions de saisie semi-automatiques ou l'ajout automatique de rendez-vous dans votre calendrier. Gmail peut surveiller toutes les interactions que vous avez avec le programme, les dates et heures auxquelles vous envoyez des emails, vos interlocuteurs et les sujets que vous avez choisi d'aborder dans vos emails. Ces données sont appelées métadonnées. Si ces métadonnées sont associées aux données d'autres services,
liés à Google, tels que Google Maps ou YouTube, le résultat est un profil très détaillé de vous. Toutes les informations que Google recueille sur vous lorsque vous surfez sur des sites web qui utilisent des produits Google comme Ads ou Analytics, comme Netflix, Zoom, Medium, AliExpress sont réunis, vous voyez le genre. Et même si Google affirme qu'il n'utilise pas ces données à des fins publicitaires, il garde la trace de ces informations et les stocke. Oh, il y a des publicités entre vos emails qui ressemblent à s'y méprendre à de véritables mails pour vous inciter à les ouvrir. On pourrait aller jusqu'à dire que c'est du spam fourni par Google. Et l'infrastructure numérique est principalement détenue par les grandes entreprises de la technologie. Qu'il s'agisse du stockage cloud, des serveurs ou des câbles de fibre optique qui traversent les continents sous l'eau. Ces câbles transportent jusqu'à 95% du trafic Internet mondial sur 1,3 million de kilomètres, ce qui représente essentiellement l'ensemble de l'Internet physique. Google, Meta et Amazon sont les principaux investisseurs et donc les propriétaires de ces câbles sous-marins. Mais quel est exactement le problème si l'infrastructure numérique est détenue par des entreprises privées ? L'État a une responsabilité totalement différente envers vous que celle de Google, par exemple. Vous avez des droits fondamentaux, comme le droit à la vie privée, qui sont protégés par la loi. Ensuite, les entreprises privées doivent faire des bénéfices, alors que les infrastructures publiques n'ont pas le profit comme priorité, mais plutôt la création et l'accessibilité d'un service, voire le conflit d'intérêts. Un autre droit fondamental dans les démocraties est la liberté d'expression. Et les plateformes telles que Facebook et Twitter, qui se décrivent comme des lieux de discussion, ont leur propre politique sur ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être. Et si de nombreux commentaires racistes ou sexistes sont toujours en ligne, les tétons sont toujours censurés, vous l'aurez compris. Mais pour l'instant, la plupart des gouvernements des États, y compris la Suisse, ne disposent pas du savoir-faire technique ou des ressources nécessaires pour construire eux-mêmes de telles infrastructures. Rappelez-vous que le département de la santé utilisait encore le fax pendant la pandémie de Covid. À qui appartient l'Internet est une question qui ne fait que gagner en importance, étant donné que nous passons de plus en plus de temps en ligne. Bon, assez parlé de la Poste. Allons à notre dernier arrêt physique, la gare principale, la gare Cornavin. Et là, nous allons encore parler du gouvernement et de la raison pour laquelle son manque de connaissances à un moment donné ne doit pas être un problème pour l'avenir. Revenez donc à la rue de Berne et continuez dans la direction précédente. Mais je vous encourage d'y aller. Tournez à gauche de mettre et vos... marchez jusqu'à ce que le trafic de personnes Merci. devienne plus dense. Merci Adèle Saint-Trôme, c'est vraiment un très beau projet. Je vous encourage parce que c'est vraiment une expérience extrêmement forte d'être face à des éléments physiques et puis d'être amené à réfléchir. Disons, je crois qu'en termes de prise de conscience, c'est vraiment un outil magnifique. Donc merci Adèle Saint-Trôme, c'est un très beau projet. Voilà, on poursuit alors toujours dans le registre de la prise de conscience, un autre outil que nous avons utilisé, que nous sommes en train d'utiliser, c'est un partenariat avec ID News. Pour ceux qui suivent ce média online, ID News travaille sur des longs formats, sur la durée, puis ça nous plaît bien, c'est-à-dire que ça permet au fond là aussi en termes de prise de conscience, c'est un travail, une enquête journalistique qui a été menée à 7 épisodes jusqu'ici, mais qui va peut-être se poursuivre, et qui aborde, disons, en termes d'enquête sur ces questions-là, le travail, la santé, mais aussi la vie politique. C'est un épisode tout à fait intéressant que je vous encourage à lire. Et à chaque fois, je crois que là, on avance en termes de réflexion, de discussion, de conversation. Donc ça, c'est un outil que nous allons aussi vous mettre en lien. Et puis, dernier épisode, j'aimerais évidemment vous parler de Magnum, qui a un très beau partenariat qui nous plaît beaucoup. Donc, on l'a vu, hein, il y a de la recherche, il y a de la conversation, il y a du sondage. Et puis, il y a aussi d'autres manières, au fond, d'appréhender ce dossier. C'est évidemment la composante artistique, la composante photographique, en l'occurrence. Et là, en ce moment, je vois devant moi Thomas Dvorak, qui est un des grands photographes de Magnum, qui est avec nous. Il est en résidence ici à Genève et il fait tout un travail, comme nous l'avons fait à Medellin avec Peter Admagel, dont on voit quelques photos ici, qui fait tout un travail pour, au fond, travail très personnel, hein, mais pour appréhender cette question de la digitalisation de la surveillance, de l'impact sur le vivre ensemble.
On est au début de l'utilisation de ce travail. Je vous donne rendez-vous en début février où nous ferons un événement au musée de la Croix-Rouge, où il y aura des images qui vous seront montrées, mais surtout il y aura une discussion à partir de ces images pour poursuivre cette conversation. Donc la photographie, là aussi, c'est au fond, dans l'attirail que nous essayons de mettre en route, c'est vraiment un élément sur lequel nous comptons vraiment. Voilà, donc j'en reste là et je crois que je vais passer la parole à Laura qui va vous parler de quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a retenu à ce stade et puis surtout qu'est-ce qui se passe ensuite, parce que ça c'était le travail de ces 6 derniers mois, mais il en reste à peu près 6 quand même encore. Laura. Can we... Yeah, okay. So to finish a bit the event, there are 2 things left. The first one is some of the insights. So this word cloud was created based on what the Excellence Geneva team have learned in the past year, but also what the participants of the research sprint told us that they have learned during these 8 weeks. And as you see, I'm not going to get into the detail, but I do want to highlight a few of the words. So one of them is awareness, and awareness we have learned in 2 ways. One, the importance of awareness of what is happening and how, and the conversation and public conversation, but also there's a lack of awareness, right? So it's in both ways. Similarly, transparency, we've learned that it's really important transparency in order to have a public debate. But what we have seen with the research and what the participants of the research sprint also found is that there's not a lot of transparency, both by private companies, but also by public companies. And it's really hard to get information that should be easy access, as one of the panels or both of the panelists point out. This is information that is basic to have a conversation and a debate, and it's not easy to find out, right? Even if you are doing the research, you really have to dig and dig and dig, and maybe you will find something. And the other one that I want to highlight is change. And I really like a few insights that we have, that was that change is important. Like there are things where the train is going, we're not necessarily happy with it, but that change is possible. And that a lot of the things of what we can do to do change is still in the hands of the communities. And with that, I want to link it with art, and some of the insights that we have found and some of the comments that we heard is that art is a good catalyst for change. So how we need to approach this situation and these conversations using different mediums and different angles. And with that, we move to the next slide, please. So what's coming next? So this is the last event of the year, and we will have nice vacations and nice holidays. But coming next year, we are going to come with full energy. These are just 4 of the main activities that we will have. The first one is Magnum at the Red Cross Museum, as Bernard just mentioned. We hope that we see you there. If you are in our mailing list, as most of you are, we will send you a reminder and more information about the event. Second one, we are programming workshops that we call Excellence Map, that we have also done in other cities. And these are workshops that we do in community centers with youth. And the idea of these workshops is for the youth to map their city, the places where they feel secure and insecure, but from their perspective. So what is security for them? What is insecurity for them? Finally, another one, we will have a Mapathon at Open Geneva. I'm really excited about this one. We, as one of the panel, or both panels point out, we don't know how many cameras there are, although there are many cameras. So we will hold a Mapathon to map some of the cameras in International Geneva, to start a conversation and start providing some of this information that is hard to find. And finally, we have Mats and Edgeland's workshop and exhibition, which is another of our art blogs, where we have a group of 10 artists from Geneva and from other Edgeland cities discussing a bit the social contract and what that means in Geneva in terms of security and digitalization,
and then doing an exhibition based on 2 weeks of work and research also from the arts point of view. So with that, I'll finish. I know it's Friday, December 16. We're all tired. We want some drink. So thank you so much for all of you to be here. I invite you to listen to the podcast. And before you leave, if you feel comfortable, we would like to take a group picture.